bienvenue dans l'Africa Newsroom aujourd'hui. Deuxième volet de notre thématique de la semaine dédiée aux économies des pays d'Afrique centrale. Notre dossier du jour portera sur le Cameroun et sa stratégie visant à la réduction de la dette publique. Mais avant cela, l'actualité avec au programme les accusations fracassantes de la défense contre l'avocat des partis civils dans le procès Teodoro Nguema-Obiang-Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale. Autre actualité au Tchad, une trentaine de députés refusent de démissionner alors que leur mandat est terminé depuis 2 ans. Et pour parler de cette actualité assez riche, Karine Orio, journaliste. Bienvenue Karine. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également Daouda Tal, notre éditorialiste. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Et sans plus tarder, l'info du jour. Reprise donc ce lundi 26 juin du procès dit des biens mal acquis dans lequel est jugé Teodoro Nguema-Obiang-Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale. Et c'était une audience assez mouvementée puisque le mercenaire anglais Simon Mann a accusé le financier américain George Soros et William Bourdon, avocat des partis civils, d'avoir voulu renverser le régime. C'était en 2004. Corinne Camdem. La 4e audience du procès des biens mal acquis dans lequel le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema-Obiang-Mangué, est incriminé, s'est tenue ce 26 juin dans une atmosphère tendue. Elle était consacrée à l'audition des témoins, dont 6 pour les partis civils, un collectif de 19 associations et mouvements d'opposition au régime de Malabo, la CORED. C'est un procès historique. Comme je l'ai toujours dit, c'est un procès qui a fait que pour la première fois, une membre de la famille Obiang puisse être jugée. Depuis que la Guinée équatoriale est sous la dictature familiale du clan Obiang. Donc le peuple équatorien attend beaucoup de ces procès. Donc vous savez que le procès des biens mal acquis, ça ne concerne pas simplement la Guinée équatoriale, ça concerne aussi d'autres États d'Afrique centrale. Donc je crois que toutes les populations d'Afrique centrale où il y a eu des biens mal acquis espèrent aussi les résultats de ces procès. La défense, quant à elle, n'a cité qu'un témoin, Simon Mann, ex-officier britannique de nationalité sud-africaine, âgé de 65 ans, qui a été condamné en 2008 à Malabo à 32 ans de prison pour une tentative de coup d'État manqué en 2004 contre le régime du président Teodoro Obiang-Nguema. Le chef de l'État équato-guinéen l'a par la suite gracié en 2009. Au cours du procès, le discours du témoin était en étroite ligne avec la stratégie de la défense visant à présenter ce procès comme une tentative de déstabiliser le régime du président Teodoro Obiang-Nguema. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale. Et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique, alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Moto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. Et quant au principal concerné, le vice-président de la Guinée équatoriale, il dénonce un complot des Occidentaux. Selon Teodoro Nguema-Obiang-Mangué, ce procès a pour seul but de nuire à l'image de la Guinée équatoriale. Il estime d'ailleurs que le dossier est vide. Ce sont des accusations fausses, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux, pas ces Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Par ailleurs, le témoignage de Simon Mann a révélé qu'en 2011, il avait averti le président équato-guinéen que ses anciens commanditaires, l'opposant Severo Moto et l'homme d'affaires Eli Khalil, préparaient une nouvelle tentative de coup d'État avec le milliardaire américain George Soros et William Bourdon, qui présida alors l'organisation de défense des droits de l'homme Sherpa et est aujourd'hui un des avocats de Transparency International dans cette affaire des biens mal acquis.
Alors le financier américain George Soros ainsi que l'avocat de Transparency International William Bourdon, accusé par Simon Mann d'avoir voulu renverser le régime équato-guinéen. Karine, ce sont de graves accusations portées. Oui, enfin, ils n'ont fait que mettre sur la place, en tout cas internationale, ce qui était déjà des rumeurs qui étaient déjà en cours. Évidemment, quand on voit ce procès sur les biens mal acquis, on est en droit de se poser la question. Il faut entendre tous les arguments sans être d'une façon ou d'une autre d'une partie prenante. On vient d'entendre le vice-président dire effectivement que pour lui, il n'a aucune raison qu'il se présente ici en France pour répondre de ces chefs d'accusation. Et par ailleurs, on voit effectivement ces personnes-là, on voit Transparency International qui travaille sur la corruption. Effectivement, on a un mauvais classement de la Guinée. La question qu'on doit se poser, c'est que pense réellement le peuple guinéen? Parce que là, c'est un coup de théâtre. Est-ce que c'est un règlement politique? Est-ce que réellement, qu'est-ce que ça va nous apporter? Une fois qu'on aura le verdict de ce procès, qu'est-ce que ça va faire au peuple? C'est la question qu'on doit se poser, en fait. Alors, Daouda, je n'ai pas de preuves. Je cite là Simon Mann, qui l'a clairement dit au cours du procès, qui n'a pas de preuves écrites sur ces accusations. Quel crédit lui accorder? Bon, une preuve peut-être complètement orale également. Enfin, des allégations peuvent s'exprimer de manière orale. Il a précisé qu'il n'avait pas de preuve écrite, mais il me semble qu'une preuve écrite n'est pas forcément nécessaire pour verser dans le dossier un certain nombre de témoignages. Donc si les accusations, je dis bien si, les accusations s'avèrent être justes, c'est très grave, ce serait vraiment très grave parce que la Guinée équatoriale reste au-delà du fond du dossier en État souverain et je crois que tenter de déstabiliser un État qui est indépendant, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il faudra attendre au fil du procès pour qu'on sache quel crédit accorder à ces témoignages. Mais toujours est-il que pour l'instant, on ne peut pas beaucoup se prononcer parce qu'on n'est qu'à l'étape de procès, mais il me semble que d'un point de vue de Sherpa, d'un point de vue de William Bourdon, il y a un certain nombre de choses qui doivent être clarifiées. C'est sûr que cette accusation de Simon Mann le met très mal à l'aise. Il est effectivement, il a créé Sherpa, qui dirige, avocat de Transparency International. C'est cet organisme qui classe les pays en matière suivant un indice de corruption. William Bourdon, pardonnez-moi, qui dit qu'il va attaquer justement pour diffamation. Thomas Mann, qui a immédiatement réagi. Qui va attaquer pour diffamation. Effectivement, je pense qu'on aura du coup une autre procédure à côté. Reste à voir si les allégations de Simon Mann, ces affirmations ne sont pas vraies. Effectivement, il y a diffamation, mais si elles sont vraies, je pense que ça va jouer en faveur de l'accusé. Voilà. Alors justement, quelles répercussions peuvent avoir ces accusations sur la suite du procès? Mais je ne sais pas, déjà, il faut que effectivement les faits soient avérés. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai aussi quand même l'impression que c'est plus des raisons de communication et de buzz. C'est pour donner un exemple. Maintenant, c'est un coup de théâtre. C'est bien intitulé, votre sujet est bien intitulé. Attendons de voir quel sera le verdict, comment est-ce que le peuple guinéen va réagir. Il n'y a que comme cela qu'on saura exactement quelle conclusion ou quelle répercussion aura eu ce procès. Alors, il a cité deux noms, Eli Khalil et Severo Moto. Qui sont ces deux hommes? Severo Moto, c'est l'opposant équato-guinéen, bien entendu, qui avait été accusé, en tout cas cité, dans la tentative de coup d'État en 2004 qu'avait connue la Guinée. Tentative de coup d'État manqué. Voilà. En 2004 bon, il avait été cité, effectivement c'est l'opposant équato-guinéen. Eli Khalil, c'est un Libanais, homme d'affaires, je crois même, si mes souvenirs sont bons, il avait été interpellé à un moment par la police française à l'époque où il y avait Abdoulaye Wade. C'est quelqu'un qui serait dans des réseaux assez obscurs, cet homme-là? En tout cas, si mes souvenirs sont bons, effectivement, il avait été dans un voyage avec Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, et la police française l'avait cherché pour une affaire. Et finalement, c'est Maître Wade qui avait déclaré
qui faisait partie de sa délégation. Voilà, mais bon, c'était en visite privée et qui devait continuer. Mais il avait été entendu, en tout cas, par la justice française sur un autre dossier. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui connaît les réseaux africains. C'est un homme d'affaires. Maintenant, son rôle exactement dans cette affaire de procès, je ne saurais pas le dire à ce stade. Alors, autre actualité au Tchad, une trentaine de députés de l'opposition refusent de démissionner alors que leur mandat est terminé depuis 2 ans. Depuis quelques semaines, des activistes, mais aussi certains hommes politiques les poussent à quitter ce Parlement qui serait à leurs yeux plus légitime. Reportage Mahamat Ramadan avec les commentaires de Siamlo Victoria Sedji. Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de démissionner de l'Assemblée nationale après le 21 juin 2017, comme réclamé par leur parti. Ils estiment qu'au vu de la loi, la 3e législature est bel et bien dans la légalité jusqu'à la tenue éventuelle des élections. Selon ces derniers, cette décision des partis de l'opposition leur demandant de démissionner de l'Assemblée nationale n'a aucun fondement juridique. Tous les députés de l'opposition ont fait une déclaration le 20 qu'ils refusent de démissionner parce que c'est le texte qui dit que notre Assemblée actuelle est légale. Nous allons continuer le travail, donc je ne peux pas faire exception, d'autant plus que la décision du parti est anticonstitutionnelle. Cette loi dit à son article 1er, par dérogation à l'article 109 de la Constitution, la 3e législature est prorogée à compter du 20 juin 2015 jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Pour les partis politiques du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le mandat de la 3e législature a pris fin le 21 juin 2017. Après cette date, l'Assemblée nationale a perdu sa légitimité. Par ailleurs, les lois, les traités et les conventions internationaux ratifiés par cette 3e législature ne seront plus légaux. Cette proposition de loi, quand elle a été rédigée, transmise à l'Assemblée, le contenu de ce qui a été convenu par toutes les forces politiques qui ont pris part à cette discussion-là a été complètement changé. Au lieu qu'on dise que l'élection ou les élections législatives doivent s'organiser avant 2 ans, on a transformé pour dire que cette Assemblée-là va rester jusqu'à la prochaine élection législative. Rappelons que le mandat des députés de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en juin 2015. Il a été prolongé de 2 ans dans le cadre d'un dialogue politique national pour des raisons financières, puis reporté jusqu'à la tenue des éventuelles élections législatives par une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale. Alors, pour rappel, les députés de l'actuelle Assemblée nationale siègent depuis 2011. Daouda, la vraie question n'est-elle pas l'organisation des élections législatives très attendues et même fort reportées? Bien entendu, Zahra. Moi, je pense que la raison qui est annoncée est une raison qui ne me semble pas valable. La Constitution est claire. Il y a un Parlement au Tchad. Dire qu'on n'organise pas les élections parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire, pour un État qui se respecte, je trouve même que c'est scandaleux. Il faut le panafricanisme, c'est aussi ça. Il faut qu'on arrête de dire, de revendiquer ça ou ça, d'accuser les autres de pillage, etc. Ou de vouloir revendiquer notre propre indépendance, alors que pour élire vos députés, vous n'avez même pas de quoi... Enfin, la raison, entre guillemets, moi, il me semble que si le Tchad souhaite organiser des élections législatives, il suffit de programmer ça dans une loi de finances. Il y a quand même des ressources qui peuvent le gouverner, c'est faire un certain nombre de choix. La Constitution, c'est l'acte suprême de la nation. Elle prévoit une assemblée générale. Il y a une commission électorale nationale indépendante au Tchad qui doit organiser cela. Je pense qu'il faut gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Donc je ne comprends pas déjà cette situation de fait. Et pour un pays comme le Tchad, bon, moi je reste juste sur... je ne sais pas quoi en penser, mais ça me paraît scandaleux. Karine, sur cet, entre guillemets, irrespect du calendrier électoral? Oui, mais complètement. Mais je pense que je vais complètement dans le sens de ce qu'il vient de dire. C'est scandaleux qu'on ne puisse pas organiser des élections législatives
législatives. Rappelons quand même que le rôle premier du député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et que là, on a des membres qui sont élus, en tout cas depuis 2011, que c'est arrivé à terme. Et la question dans le reportage est tout à fait pertinente. Est-ce que les lois et traités qui ont été votés seront encore... est-ce que ça reste légal? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Mais c'est scandaleux de dire qu'on n'a pas d'argent pour organiser, pour faire fonctionner une société. Mais la démocratie, c'est ça, l'alternance. Et puis c'est le peuple qui s'exprime. Enfin, le député, il représente quand même le peuple. Donc dire ça aujourd'hui, je trouve que... Et puis la sortie en disant on n'a pas d'argent et en même temps on arrête de financer parce que c'est nous qui envoyons des troupes, c'est ce qu'a dit le président Déby, on envoie des troupes, etc., on n'a plus d'argent. C'est incompréhensible. Pour vous, c'est pas une raison non, c'est pas du tout. C'est pas du tout une raison. C'est pas du tout une raison. Donc ces élections, je rappelle, auraient dû se tenir en février 2017 et puis ensuite le président a dit 2019, mais c'est pas tout à fait certain. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.